1935, Tupelo, Mississippi. Une petite bourgade pauvre du sud des États-Unis qui se bat pour devenir une grande ville. Seule originalité, la naissance en son temps de William Faulkner, à 55 km de là. Avec la crise qui faisait rage dans le pays et la ségrégation considérée comme normale dans le sud, peu de choses avaient changé à Tupelo depuis sa fondation en 1870. Il n'y a pas eu de fanfare le 8 janvier 1935 quand le fils de Vernon et Gladys Presley est né dans une petite maison pauvre. Il était le second de 2 jumeaux venus au monde dans des conditions difficiles. Le premier des jumeaux est mort-né. Ses parents lui ont pourtant donné un nom. Ils l'ont appelé Jesse Garon Presley. Il a été enterré au cimetière de Priceville. Ils ont appelé leur second fils Elvis Aaron Presley, un nom qui rimait avec celui de son frère. Elvis, un garçon pauvre, issu d'un vieux sud miséreux qui peine à retrouver son souffle. Personne ne pouvait supposer que ce bébé, couché près de sa mère dans cette petite maison éclairée par la lumière tremblotante d'une vieille lampe à pétrole, provoquerait une révolution culturelle sans précédent. Elvis allait changer le monde. Mais il est toujours difficile de grandir, même pour un futur king. C'est à Tupelo, avec ses rues sales et son whisky de contrebande, que commence une histoire qui allait un peu plus tard passionner le monde entier. Une histoire qui nous ramènera toujours au bord du Mississippi. Dans une ville dont le nom trouve ses origines dans l'histoire de l'Égypte ancienne, une ville mythique où, selon la légende, les dieux sont venus au monde. Son nom est toujours prononcé avec respect, c'est Memphis. Vernon, Gladys et Elvis sont arrivés à Memphis, dans le Tennessee, en 1948, avec tout ce qu'ils possédaient sur le toit de la voiture. La jeune famille espérait ainsi fuir la pauvreté qui les poursuivait à Tupelo. Mais l'ascension est longue quand on commence au bas de l'échelle. Par chance, les Presley ont été aidés. Ils ont trouvé un appartement dans un lotissement, Lauderdale Courts, situé à 2 pas du travail de Vernon, et dont le loyer n'excédait pas 35 $ par mois. Le lotissement était un peu comme une deuxième maison pour Elvis, une aire de jeu dont il se servira plus tard pour se cacher lors de ses dernières années d'école. L'Amérique changeait, elle aussi, au cours de ces années. Après la Seconde Guerre mondiale, la prospérité était plus grande que jamais. On ne travaillait plus seulement pour survivre, mais aussi pour s'offrir les nouveaux articles de luxe. Cuisine, grosses voitures, et ce nouvel appareil qui non seulement était amusant, mais devenait de plus en plus nécessaire, la télévision. Le jeune Elvis avait été traumatisé par le déménagement. À Tupelo, il se tenait déjà à l'écart des enfants de sa classe, mais là, il connaissait tout le monde. Et maintenant, il lui fallait aller dans une nouvelle école, au milieu de laquelle il se sentirait encore plus étranger. Par sa coiffure et sa timidité, il se faisait remarquer dans le Memphis des années 50, qui mettait en valeur les différences et qui savait comment les exploiter. C'était le berceau de WDIA, la première radio noire de tout le pays. Le DJ était le professeur d'école Nat D. Williams et la future légende du blues, B.B. King. Memphis était aussi le berceau d'un genre qui n'avait pas encore de nom, mais qui allait révolutionner la musique. Le 5 mars 1951, un petit groupe de musiciens, parmi lesquels le pianiste Ike Turner, se réunit au Memphis Studio, au 706 de l'Union Avenue. Ce soir-là, ils enregistrèrent un 45 tours, Rocket 88.
Comme ce morceau était à base de blues rythmé, ils appelèrent ce style le rhythm and blues. Mais les médias et le public lui donnèrent un autre nom, le rock and roll. Peu de temps après, les studios de Memphis furent aussi rebaptisés. Ils s'appelaient désormais Sun Records. Elvis a quitté Tupelo en 1948, puis il est entré à la Humes High School. Par une curieuse coïncidence, on a été dans la même classe de la 6e à la terminale. Tout le monde s'habillait pareil, sauf Elvis. Ce dont je me rappelle surtout, c'est que même par un froid glacial, il portait juste un veston avec le col relevé. Je me disais que peut-être il n'avait pas les moyens de s'acheter une veste. J'ai rencontré Elvis en 1949 quand j'ai déménagé à Lauderdale Courts. On habitait dans un bloc constitué de 54 appartements. 2 ou 3 mois plus tard, j'ai rencontré Elvis. Elvis, quand il était jeune, il n'avait pas beaucoup d'amis. Les gens le trouvaient bizarre avec ses cheveux longs, ses vêtements étranges. Faut dire que la mode était au t-shirt et à la coupe en brosse, alors il était un peu isolé. On s'est rencontrés en janvier 54. Il avait déjà passé ses examens. Moi, j'étais encore à l'école à Southside. Il s'habillait toujours d'une façon extravagante. La première fois que je l'ai vu, c'était à l'église. Il portait une veste sport de couleur foncée et un pantalon clair. Il était vraiment très beau. Ses longs cheveux et son beau visage faisaient partie du personnage un peu fantasque qu'il voulait exhiber. Mais cela lui coûtait beaucoup d'efforts parce qu'il était très timide et qu'il n'avait aucune confiance en lui. Elvis est venu un jour et il a regardé au travers de la vitrine. Je le voyais souvent passer, mais je ne savais pas au juste qui c'était. Je lui ai dit « Entrez, jeune homme. Puis-je vous montrer quelque chose ?» Il est entré et a tout regardé. Puis il a dit « Un jour, j'achèterai votre boutique. » Je lui ai répondu « Faites-moi une faveur, n'achetez pas ma boutique. Achetez juste ce qu'il y a dedans. » Il n'a jamais oublié. Il y avait beaucoup de candidats à l'examen de fin d'études, environ 350 personnes. Mais tout le monde connaissait Elvis. Il sortait tellement du lot, vous ne pouviez pas ne pas le connaître. Nous faisons principalement tout ce qui n'a pas été payant. Jouer au foot, aller se balader, organiser nos propres soirées. Il y avait des piscines dans le coin, on allait souvent au cinéma, on se réunissait pour discuter. Elvis, lui, jouait de la guitare et chantait. À cette époque, Elvis a sérieusement commencé à envisager son avenir après l'école. Toujours très humble et bien que le travail ne lui fasse pas peur, son plus grand désir était de devenir artiste. Il passait des heures à écouter Red Hot and Blue de Dewey Phillips et à regarder des films avec des acteurs d'une nouvelle génération comme James Dean ou Marlon Brando qui avaient bâti leurs personnages sur leur sex appeal et leur présence mélancolique. Il adorait la coupe de cheveux de Tony Curtis. Elvis chantait souvent en famille ou avec ses amis, mais il n'avait jamais chanté en public sauf le jour du concours de la fête foraine de Tupelo quand il avait 11 ans. Ce jour-là, il était arrivé 2e avec la chanson All Shape et avait gagné $5 et des tours de manège gratuits. Au cours de sa dernière année de lycée, il décida de s'inscrire à une compétition de jeunes talents dans l'espoir de réaliser ses ambitions. Cette fois, il fut premier. Il a gagné ce concours et ça l'a vraiment aidé à avoir davantage confiance en lui. À partir de ce moment-là, on a commencé à sentir la différence. Elvis, à ce moment-là, a vraiment compris que son truc, c'était de chanter en public. À l'approche de la fin de l'année scolaire, en mai, on a discuté de nos projets d'avenir. Je lui ai dit que mes parents voulaient que j'aille au business college. Et il a éclaté de rire. Il riait aux larmes. Il ne se moquait pas de moi, il riait à l'idée que je puisse retourner à l'école, juste après en être sorti. Je lui ai dit « Et toi alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Il m'a dit « Un de ces jours, je veux monter un groupe de hillbilly. » À cette époque, Elvis se concentrait sur les mêmes sujets que la plupart des jeunes de son âge, l'école, les voitures et surtout, les filles.
Après avoir passé son examen de fin d'études, il lui fallait affronter un avenir qui devenait incertain. Bien qu'il ait toujours été un bon élève, il n'était pas question qu'il aille à l'université. D'une part, ses parents n'en avaient pas les moyens, et d'autre part, il ne se sentait pas de vocation pour tout ce qui avait un rapport avec les études. Les Presley avaient été expulsés de leur appartement de Lauderdale Courts parce que leur revenu était trop élevé pour continuer à bénéficier de ce logement social. Mais pour autant, leur revenu n'était pas suffisant pour continuer à subvenir aux besoins d'une famille de 3 personnes. L'avenir d'Elvis était désormais clair. Il devait aider sa famille et aller travailler. Il avait déjà fait des petits boulots, des mi-temps, notamment à la salle de cinéma Lowe's State, mais il cherchait maintenant un travail plus sérieux, qui puisse déboucher sur quelque chose. Le jour de la remise des diplômes, Elvis se rendit au bureau d'emploi du Tennessee pour chercher du travail, n'importe lequel. Cependant, il précisa qu'il aimerait bien conduire un camion. Il travailla d'abord temporairement à la M.B. Parker Company. Un jour, son patron le trouva les larmes aux yeux. Elvis lui dit qu'il avait besoin d'un acompte de $33 pour payer une des traites de sa voiture. Son patron lui répondit que ce n'était pas dans les habitudes de la maison d'avancer de l'argent, mais il lui prêta personnellement les $33. Elvis le remboursa 2 jours après avoir reçu son salaire. Pourtant, toutes les traites de la voiture d'Elvis étaient déjà payées. En fait, la semaine de l'emprunt, Elvis s'était rendu au studio de Memphis et avait payé $33 pour enregistrer un 45 tours, My Happiness. Evening shadows make me blue. La réceptionniste, Marianne Kesker, fut impressionnée par ce jeune homme timide aux yeux profonds, à tel point qu'elle se promit d'en parler à son patron, Sam Phillips. Par la suite, Elvis travailla pour l'entreprise Precision Tool, qui fabriquait des obus pour le gouvernement. Quelques mois plus tard, le destin réalisa un de ses rêves. Elvis allait conduire un camion. Je me disais que, décidément, ce camion passait souvent devant les studios et que la compagnie devait avoir beaucoup de travail dans le coin. Il a finalement pris son courage à 2 mains et il est venu dire à Marion qu'il devait enregistrer une chanson pour sa maman. Une chanson d'anniversaire. J'étais là, je l'ai vu et je n'ai pas pu lui refuser ce qu'il demandait. J'ai dit « Ok, je vais faire ton disque. Elvis, est-ce que tu as $4 ?» Je blaguais. Je l'ai écouté. Il a chanté aussi My Happiness. Et je me suis dit que ce garçon était indéniablement différent des autres et qu'il avait largement autant de potentiel que la plupart de ceux que j'avais l'habitude d'auditionner. Il est allé enregistrer un disque pour voir comment ça sonnait. Monsieur Sam Phillips était alors le propriétaire du studio. Il lui a demandé son nom et son adresse, avant qu'il parte, au cas où. 8 mois plus tard, ils l'ont appelé un soir. Ils avaient quelque chose pour lui. Quand Elvis et moi avons rencontré Sam, nous étions un peu intimidés. J'en arrivais à avoir presque peur quand nous allions à des séances d'enregistrement et qu'il était là. Il était très agressif. Mais maintenant, avec le recul, je réalise que c'était parce qu'il était très professionnel et qu'il savait exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Je pense que dès le début, il a eu à cœur de s'occuper d'Elvis. Elvis avait rencontré Sam Phillips qui lui avait dit « Voyons si nous pouvons travailler ensemble. Je te donne 2 bons musiciens, Scotty Moore et Billy Black. » Billy Black travaillait à Firestone à l'époque et Scotty Moore était un joueur de guitare accompli, ici même à Memphis. Elvis est arrivé au studio dans sa Lincoln. Il portait une chemise rose et un pantalon noir avec des rayures roses sur le côté. Il était en train de fumer dans sa Lincoln et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il ne savait pas quoi penser d'Elvis. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Scotty, je crois, a fait la remarque à Bill. Il a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et puis il a répondu « Je ne sais pas, mais Sam veut qu'on travaille avec lui, alors faisons un essai. »
Je savais que Scotty était très patient et que Bill était le meilleur guitariste. Ils se sont mis au travail, mais ça ne leur convenait pas. Ça ne marchait pas. Après la 5e, 6e, 7e, 8e tentative, on était prêt à tout remballer et à essayer une autre fois. Elvis voulait chanter des chansons de Dean Martin, mais ça ne le faisait pas. Sam était sur le point d'envoyer tout le monde aller se coucher, mais Elvis s'est mis à gratter une chanson d'Arthur Crudup, That's All Right, Mama. Scotty et Bill l'ont suivi. Sam est arrivé, il a dit « Hey, c'est quoi ça ?» Elvis a dit « Ça te plaît ?» Et Sam l'a répondu « Un peu que ça me plaît, recommencez !» Quand j'ai entendu ça, j'ai été soufflé. Je me suis dit, bordel, du blues mais très rythmé, comme un truc qui vous prend aux tripes, très rythmé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quand j'ai entendu ça, j'ai su que c'était ce qu'on cherchait. J'ai prié et espéré que ce serait ce qui nous aiderait à lancer Elvis. Et à la première ou deuxième prise, on l'avait fait. Toc toc, c'est Dewey Phillips, Red Hot and Blue en direct de WHPQ, à l'étage Maybelline de l'hôtel Cheska, depuis notre bonne vieille ville de Memphis, Tennessee. Daddy O'Dewey, que voulez-vous savoir de lui? Ah oui, les gens l'aiment. Daddy O'Dewey pour WHPQ, Red Hot and Blue de 9h à minuit, du rock, du roll, et je vais encaisser mon chèque et m'amuser. Dewey Phillips n'était pas un DJ très orthodoxe. Il avait son propre style, différent de celui des autres. Il était devenu très populaire en diffusant de la musique noire et des chansons de rhythm and blues à WHPQ de 9h du matin à minuit. À l'époque, on appelait ça musique raciale. Les auditeurs noirs l'écoutaient le soir. Puis les jeunes blancs ont commencé à s'intéresser à cette musique. C'était devenu à la mode d'écouter Dewey Phillips. Tout le monde voulait l'entendre. Sam Phillips apportait à Dewey des disques d'artistes inconnus pour qu'il soit le premier DJ de Memphis à les passer. Il a pris le disque d'Elvis, That's All Right Mama, et il a dit à Dewey, « J'ai rencontré un mec à part, unique. Il faut que tu écoutes ce gars. C'est un blanc qui chante comme un noir. » Dewey l'a écouté et il a dit, « C'est un hit, un tube. » Dewey a commencé à passer That's All Right, Mama dans son émission de radio pour WHPQ. Je suis sorti de l'hôtel Cheska, où se trouvait le studio. Sam Phillips avait donné la chanson à Dewey et il n'arrêtait pas de la passer. Et c'est devenu un super tube. Il a dit « Il faut que je reçoive Elvis dans l'émission pour lui demander de nous dire quelques mots sur sa chanson. » Mais personne ne savait où il était. Elvis avait appris qu'il allait passer à la radio et ça l'avait rendu très nerveux. Il voulait pas rester près du studio. Il avait dû le quitter en disant « Allez, à plus tard les gars !» Je pense que finalement ce sont ses parents qui ont dû nous dire que s'il devait être quelque part, c'était sûrement au cinéma. Oui, un DJ du nom de Dewey Phillips nous a téléphoné à la maison. Il voulait savoir où était Elvis. J'ai dit qu'il devait être au cinéma. Alors il a dit, si vous pouviez l'amener ici, ça m'arrangerait. Le téléphone n'arrête pas de sonner et des télégrammes arrivent tout le temps. Moi, il faut que je fasse mon boulot. Alors on est allé le chercher au cinéma et on l'a emmené à la radio. Ils sont arrivés à le convaincre d'aller au studio, WHPQ. Mais il était terriblement nerveux. Dewey a commencé à parler avec lui, à lui poser des questions. Et Elvis ne savait pas que le micro était branché, il pensait qu'ils discutaient tout simplement. Alors Elvis a dit « Quand est-ce qu'on fait l'interview ?» Et Dewey lui a répondu « C'est déjà fait ?» Dewey était un personnage. Je suis allée quelques fois avec Elvis au studio quand il faisait son émission. Et il était fascinant à regarder. Il mettait un disque et pendant ce temps-là, il se retournait et parlait à Elvis. Il essayait de faire une interview. Il était un peu fou.
Un agent m'avait engagé pour que je travaille en extérieur, un peu comme un DJ ambulant. On avait un vieux camion surbaissé sur lequel se produisaient Elvis, Scott Moore et Bill Black. J'ai présenté Elvis au public. C'était la première fois que je le revoyais depuis qu'il était professionnel et qu'il avait sorti un disque. Auparavant, je l'avais beaucoup vu au lycée et dans le quartier, mais là, c'était la première fois qu'il se présentait officiellement à Memphis. Avec le succès de That's Alright, Elvis, Scott et Bill ont commencé à se produire localement sous le nom des Blue Moon Boys, inspiré du titre de la phase B de leur disque Blue Moon of Kentucky, ce qui mettait les trois artistes à égalité au niveau des recettes. Cela ne tarderait pas à changer, car s'il était évident qu'Elvis n'aurait jamais pu faire ce tube sans ces deux musiciens, les gens allaient toujours voir Elvis, jamais Scott ni Bill. Leur premier concert eut lieu à l'Overton Park, à Memphis. Ce petit concert à l'Overton Park constituait un moment décisif dans le début de carrière d'Elvis. Il allait pouvoir mesurer son impact sur le public, vérifier si les gens appréciaient ce qu'il leur donnait, c'est-à-dire le meilleur de lui-même. Mon Dieu, quand il arrivait sur scène, à moins d'avoir été là, vous ne pourriez pas même imaginer la réaction des gens. Mais malgré le plaisir d'être des célébrités locales, donner de petits concerts dans leur propre ville n'allait pas beaucoup faire avancer leur carrière. Le trio décida d'élargir ses horizons. Sam Phillips et Bob Neal, qui étaient les managers du groupe, s'arrangèrent pour que les Blue Moon Boys passent dans deux programmes radio de musique country, le Louisiana Hayride et le légendaire Grand Ole Opry. Passer dans le Grand Ole Opry était très prestigieux pour un artiste et il était rare qu'un inconnu comme Elvis Presley décroche l'opportunité de se produire dans cette émission. J'ai chanté pendant à peu près 1 an et demi dans des boîtes de nuit, sur des terrains de foot, dans des hangars, des granges, des fêtes foraines. Je suis passé au Louisiana Hayride puis au Grand Ole Opry. Et au Grand Ole Opry, ils m'ont donné $6 et ils m'ont dit « Rentre chez toi, mec ». Je connaissais Jim Denny, le directeur de programme du Grand Ole Opry. Elvis ne les intéressait pas. On en avait déjà discuté 4 ou 5 fois. À un moment, il a dit « Si ce gars est dans le coin, un de ces jours qu'il passe nous voir. On verra si on lui trouve quelque chose. » On est finalement arrivé à ce qu'il le fasse passer chez Hank Snow un soir à 10h15. Elvis montait sur scène et l'annonce de son entrée n'était pas vraiment formidable. Certains le trouvaient un peu trop sauvage. Il bougeait sans arrêt les genoux, comme ça. Je trouve qu'il était plutôt bon. La première fois que j'ai rencontré Elvis, j'étais bassiste au Grand Ole Opry. Je traversais la scène et j'ai vu ce type debout dans un coin, avec sa guitare dans le dos. Il était seul, il tournait en rond. Je suis allé le voir et je me suis présenté. Je suis Buddy Killen, je travaille à l'Opry. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il a répondu, je suis Elvis Presley et j'ai une peur bleue. J'ai dit, comment ça? Ces gens vont me détester. Mais non, mais si, ils vont me détester. Il est monté sur scène et il a chanté Blue Moon of the Kentucky. On ne voyait plus qu'il était si nerveux. Il a passé une audition pour eux, mais il n'était pas vraiment enthousiaste. En fait, ils ne lui ont pas vraiment prêté d'attention. Ils lui ont dit « Vous feriez mieux de garder votre travail, retourner conduire votre camion ou ce que vous voulez ». Ça l'a profondément vexé et je pense pas qu'il s'en soit jamais remis. Jim Denny aurait dit à Elvis « Garde ton boulot ». J'ai du mal à croire qu'il ait dit ça. Mais Scotty Moore a confirmé qu'il avait bien entendu dire ça à Elvis. Alors, si Scotty l'a entendu... Je pense que ça a été un choc pour lui parce qu'il était très excité à l'idée de monter sur scène et de chanter. Et il n'a pas été bien reçu.
Je crois que c'est ça qui lui a fait le plus mal, plus que le fait qu'il n'ait pas aimé sa musique, qu'on soit si dur, si abrupt avec lui et qu'on lui dise « gardez votre job ». Scotty Moore m'a dit qu'Elvis avait pleuré pendant tout le trajet entre Nashville et Memphis. On peut dire aujourd'hui qu'Elvis n'a jamais aimé Nashville, sans doute à cause de cet incident. Il trouvait que les musiciens y étaient très bons et les studios formidables. Mais parallèlement à ça, il n'a jamais acheté une maison là-bas. Il n'y a jamais fait la fête, il n'y est jamais resté très longtemps. Ceci explique cela. Les Blue Moon Boys ont été très déçus de l'accueil qui avait été réservé à leur apparition. L'échec du Grand Ole Opry laissera un goût amer à Elvis pour les années à venir. Le Louisiana Hayride était un show tout à fait respectable, mais rien de comparable avec l'impact que pouvait produire le Grand Ole Opry dans la carrière d'un musicien. Quand il est entré sur scène et qu'il a attaqué « That's Alright Mama », Elvis était encore dans son cocon. Vous savez, cette étape qui précède la sortie du papillon. Après, Elvis les a tous dévorés vivants. Et il me semble que Louisiana Hayride, c'était très différent. Peut-être était-il moins critique ou plus ouvert qu'au Grand Ole Opry. Je me souviens qu'Elvis aimait bien se produire au Hayride. Vous savez, les gens à Memphis savaient bien dans leur fort intérieur qu'il était destiné à de très grandes choses. Tout le monde l'aimait, et je n'ai jamais entendu une parole irrespectueuse à son sujet. La première fois que j'ai entendu Elvis Presley, c'était dans A.B. Show de Chicago, une radio très rhythm and blues. J'ai grandi dans le sud de Chicago. Et c'est cette radio, une radio noire, qui m'a donné l'envie et l'espoir de faire de la musique. Un jour, Al Benson a dit « On a ce nouveau gars, Elvis Presley, avec une chanson Mystery Train ». Et c'était vraiment différent de ce qu'on avait l'habitude d'écouter à Chicago. Je ne savais pas qu'il était blanc. Les gens parlaient de ce rythme exceptionnel. Ce n'est que plus tard, quand je l'ai vu à la télé, que j'ai réalisé qu'Elvis Presley et Elvis Presley de Mystery Train, c'était le même. Son succès au Hayride lui assura un contrat d'1 an. Il s'y produisait chaque samedi. C'était désormais un musicien à plein temps. Elvis retourna à Memphis et démissionna de son travail de conducteur de camion, faisant fi des aimables conseils prodigués par Jim Deney. Le Louisiana Hayride favorisa également la rencontre avec un personnage qui allait grandement influencer la vie de la future star du rock'n'roll. Un immigrant originaire des Pays-Bas, un ancien forain du nom de Andreas van Kuijek, que ses amis appelaient le colonel. Tom était un cas particulier. Quand je l'ai rencontré, il n'était pas le colonel. Vous l'appelez comme ça, mais pour moi, c'était juste Tom. Et je l'appelle encore comme ça. Nous nous sommes bien entendus et... Oui, c'était un excellent impresario. Le colonel Parker, à l'époque, s'occupait d'un artiste, Hank Snow. Et Elvis était là un peu comme un artiste supplémentaire dans son show. En tout cas, c'était formulé de cette façon sur les affiches et les prospectus. Peu à peu, Elvis devenait populaire en Arkansas, au Mississippi, au Tennessee, au Kentucky, au Texas, en Oklahoma. Alors le colonel a commencé à programmer Elvis en ouverture de spectacle, ou en 2e ou 3e position. Le colonel Parker a senti que quelque chose se passait. Quoi exactement, il n'en savait rien. Mais à chaque fois qu'il organisait un concert, c'était Elvis la vedette, et les autres groupes pouvaient retourner chez eux. Parce que systématiquement, après qu'Elvis eut quitté la scène, les gens hurlaient « On veut Elvis! On veut Elvis !» Du coup, le colonel Parker a demandé à Hank Snow, puisqu'ils avaient une agence tous les deux à Nashville, d'aller voir les parents d'Elvis, de leur dire à quel point la présence du colonel avait été primordiale dans la carrière de Hank, qu'il avait fait de lui une grande star de la country, bref, de les impressionner, de les inciter à influencer Elvis pour qu'il fasse partie de leur agence. En tournée, Hank Snow a lu dans le magazine Billboard and Variety qu'Elvis avait accepté de rentrer dans l'agence. Dès qu'il a été de retour, il s'est précipité chez le colonel et il lui a dit « J'ai lu qu'on avait signé avec le petit Presley. »
Le colonel l'a regardé et lui a dit « Qui, nous ?» Le colonel a pressenti la carrière d'Elvis, je pense. Nous ne nous entendions pas, mais de toute façon, je n'avais pas à m'entendre avec lui. Si j'avais besoin de quelque chose, j'allais voir Elvis. Le colonel se donnait à 150% pour Elvis. C'est tout ce qui l'intéressait. Il se fichait éperdument du reste. Du moment qu'il pouvait s'occuper d'Elvis, il était content. Regardons les choses en face. C'était un forain. L'art ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était les paillettes, les couleurs, ce qui rapportait de l'argent. C'était un mec, quand Elvis jouait quelque part, qui restait dehors à vendre 10 cents des photos d'Elvis. Et il les vendait lui-même. Le colonel a dit un jour à Elvis, « Tu as un talent qui vaut $1 million. Et donc à la fin de l'année, je te donnerai ce $1 million. » C'était son style, il anticipait toujours. Quand il disait quelque chose, il le faisait. En 1955, je devais aller avec lui à mon bal de fin d'année. Il était souvent sur les routes et j'avais très peur qu'il n'arrive pas à se libérer parce qu'à ce moment-là, il était au Texas. Sa mère et moi avions fait les boutiques et choisi ma robe pour la fête. La femme de Bob Neal avait commandé les fleurs pour mon corsage, ce qui avait agacé Elvis parce que c'était lui qui devait le faire et il était vexé qu'on puisse imaginer qu'il oublierait. J'ai évidemment laissé les fleurs qu'avait commandées Madame Neal dans le frigo et Elvis a réussi à se libérer. Il y a 2 mois, je suis allée à ma 45e réunion d'anciens élèves et c'était très amusant. Tout le monde me disait « Je me souviens quand Elvis venait te chercher, je me souviens de ceci, de cela, quand il t'a emmené à la fête. » Tout ça fait tellement de jolies choses à se rappeler. Avec en tête les promesses de succès du colonel, Elvis commença une ascension foudroyante, jamais égalée dans le monde musical. Il était demandé dans tout le pays, et tout le monde adorait son style. Il n'était plus seul, derrière lui, il y avait le colonel Parker pour le soutenir, à grand renfort de promotion, mais également un nouvel arrivant, le batteur DJ Fontana. Bien que le colonel appréciait Sam Phillips et qu'il fût conscient qu'il avait largement contribué à le lancer, il considérait que le Sun, à Memphis, n'avait qu'une influence limitée en contradiction avec les vastes projets qu'il avait pour Elvis, qu'il appelait désormais son garçon. De plus, il ne voulait plus que d'autres personnes à part lui-même n'influencent Elvis sur les décisions à prendre concernant ses affaires. Le 20 novembre 1955, Elvis signa avec le géant RCA, un contrat qui passe pour être le plus important de toute l'histoire de la musique. Elvis passa aussi à la télé, une invention dont l'influence et le pouvoir s'exerçaient chaque jour davantage sur le mode de vie américain. Elvis passa une audition pour le show télévisé d'Arthur Godfrey à New York, mais on considéra qu'il n'était pas assez bon pour un programme de cette qualité. Grâce à sa participation dans le Dorsey Brothers Stage Show, Elvis devint rapidement une curiosité pour les adolescents qui avaient grandi sur fond de Sinatra et de Perry Como. And you know the way she touches your cheek. Well, I taught her how. À partir de ce moment-là, tout ce qu'il a fait a été un succès. Sa popularité n'a plus cessé de croître et ses passages à la télévision étaient réellement captivants. Elvis et moi avons parlé mariage presque aussitôt après être sortis ensemble, jusqu'au début de l'année 1956. En fait, nous sommes toujours restés amis, même quand nous nous sommes rendus compte que nous ne pourrions jamais rien construire tous les deux, parce que sa carrière prenait une direction incompatible avec une vie normale, des horaires, des week-ends. Nous avons pleuré. Puis il a suivi son chemin, et moi le mien. I was the one.
Mais c'est sa prestation au Milton Berle Show qui devait changer le regard du public sur Elvis et le rock'n'roll. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire quelque chose. En fait, je ne crois pas dévoiler un secret en vous disant qu'Elvis est aujourd'hui le chanteur le plus prometteur de l'industrie du disque. Certaines personnes étaient choquées par le côté sexe des déhanchements d'Elvis. D'autres devenaient fous en entendant sa voix. Nous sommes un groupe d'une vingtaine de personnes qui cherchent à se débarrasser de ce rock'n'roll de nègre animal et vulgaire. On regarde chez tous les patrons de restaurants et de cafés s'ils ont dans leur jukebox des disques de ce Presley, et quand ils en ont, on les retire. Il faut se débarrasser du rock'n'roll. Non, ça dépend de la façon dont vous le voyez. On peut penser que c'est mauvais ou sexuel, mais pour moi, c'est... Ça n'a pas forcément un rapport. Non, c'est seulement gestuel, c'est relaxant. Je pense que c'est merveilleux. Il sent le rythme, il se l'approprie. Vous trouvez rien à redire à ça? Non? La vulgarité et l'obscénité du rock'n'roll est évidemment le moyen par lequel l'homme blanc et ses enfants sont rabaissés au même niveau que le nègre. C'est clairement une musique de nègre. Pour répondre à la critique, Elvis accepta de chanter son tube Hound Dog devant un vrai chien, un basset, tout en portant un smoking. Il détesta chaque minute de cette expérience. J'ai fait le Steve Allen Show. Ils m'ont mis un costume et je devais rester complètement immobile, sans bouger, et je chantais pour un chien, mec. Et je chante « Tu n'es rien de plus qu'un chien ». Et le chien me regarde du style « C'est quoi ton problème, mon gars ?» Sur CBS, pendant le Ed Sullivan Show, le réalisateur avait reçu l'ordre de ne filmer Elvis qu'à partir de la taille pour éviter de reproduire le désastre du Berle Show. Nous, on trouvait ça drôle parce que, le connaissant depuis toujours, on savait que c'est ce qu'il faisait en permanence. Quand il a rencontré ma mère, la première chose qu'elle lui a dit, c'est d'arrêter de bouger comme ça sans arrêt et de se tenir un peu tranquille. Alors quand les gens ont commencé à s'indigner, on a ri de bon cœur, parce que c'était vraiment lui, pas une mise en scène. Mais les gens étaient choqués et l'appelaient Elvis le pelvis. Ils en faisaient quelque chose d'indécent. Mais même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé un jour faire la moindre chose qui aurait pu choquer les gens. Qu'est-ce que c'est que cette expression Elvis le pelvis? J'ai jamais entendu quelque chose de plus puéril. Je n'aime pas cette expression Elvis le pelvis, mais s'ils veulent m'appeler comme ça, je ne peux pas les en empêcher. Rapidement, Elvis était devenu la plus grande célébrité du pays et concentrait sur lui les émotions de toute une génération de jeunes Américains. Bien qu'il ne réalisât pas immédiatement l'énorme influence qu'il avait sur la musique et sur la culture en général, son succès lui permit de changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait pu imaginer auparavant. Les salaires toujours plus élevés que recevait Elvis lui donnèrent la possibilité de s'occuper de sa famille. La traditionnelle relation parent-enfant s'en retrouva de fait inversée. Elvis et sa mère étaient extrêmement proches l'un de l'autre. Il arrive parfois qu'un lien très fort existe entre une mère et son fils. Entre Elvis et Gladys, c'était le cas. Ils s'adoraient mutuellement. Entre Elvis et Vernon, ce n'est pas facile de répondre à cette question. Je pense que la seule réponse que je pourrais donner, c'est qu'Elvis avait presque le rôle du père. Je ne pense pas que Vernon ait jamais vraiment assumé son rôle paternel. Cela ne veut pas dire qu'Elvis n'aimait pas son père, non, il l'adorait. Mais la plupart des décisions à prendre sur tel ou tel sujet étaient discutées entre Elvis et sa mère. Le phénomène n'était pas nouveau. Déjà, après avoir quitté l'école, Elvis rapportait à la maison plus d'argent que Vernon. Les rêves d'Elvis devenaient réalité à une vitesse vertigineuse. Et comme n'importe quel jeune homme un peu en vue et un peu fortuné, il se prit de passion pour l'automobile.
il acheta un modèle d'occasion d'une marque qui allait devenir indissociable de son propre nom, Cadillac. Elvis achète donc sa première Cadillac et tout le monde connaît son amour immodéré pour les voitures. Cette voiture-là, c'était son bébé. Il se promène avec Scotty et Bill, tout va bien. Et peu à peu, des gens s'attroupent autour de la voiture. Il se dit, c'est super, ils me reconnaissent. Alors il commence à faire des signes aux gens et les gens aussi lui font des signes. Et d'un seul coup, Elvis sent une forte odeur de fumée et il réalise que sa voiture est en train de prendre feu. La question se pose de savoir ce qu'on sauve, la voiture ou les instruments, étant entendu qu'il va falloir faire un choix assez rapidement. Elvis, Scotty et Bill ont choisi de sauver les instruments, et la voiture a entièrement brûlé sur le trottoir. Pendant un mois après cet incident, Elvis s'est lamenté en disant « Qu'est-ce que je l'aimais, cette voiture, mec ?» Bien que la première expérience d'Elvis avec l'automobile de ses rêves ait tourné court, il s'acheta 2 nouvelles Cadillacs cette année-là. D'abord, une Eldorado de 1956 qu'il avait fait peindre en violet, comme un symbole de son nouveau statut de roi du rock'n'roll. Puis, une Fleetwood de 1955 qu'il avait fait peindre en rose et offerte à sa mère, bien que celle-ci ne sache pas conduire. La Fleetwood 1955 deviendra la Cadillac la plus célèbre au monde en devenant le double symbole du rock et de l'amour d'un fils pour sa mère. Ce fut la seule voiture de l'énorme collection d'Elvis qu'il ne vendit jamais. Il acheta aussi une Lincoln Continental Mark II, une voiture tellement rare que le fabricant fit une publicité disant que si vous en croisiez une sur l'autoroute, il y avait une chance sur 2000 pour que ce soit Elvis qui la conduise. C'est cette voiture qu'il conduisait le jour où il s'est arrêté dans une station essence en cette fin d'année 1956. Un groupe d'admiratrices s'est rassemblé autour de la voiture en demandant qu'il leur signe des autographes, ce qu'Elvis faisait toujours avec plaisir. Mais le pompiste s'est impatienté et a demandé à Elvis de partir. Le jeune chanteur a expliqué qu'il n'en avait pas pour longtemps, mais le pompiste l'a frappé au visage. Alors, Elvis est sorti de sa voiture et il l'a assommé, ce qui lui a valu d'être convoqué au tribunal. Mais les accusations furent abandonnées. Il n'y a pas assez d'éléments à charge. Elvis acheta aussi une grande maison familiale très moderne sur l'Audubon Drive à Memphis, avec une piscine et un garage suffisamment grand pour qu'Elvis puisse garer sa collection toujours plus importante de voitures. Il y avait aussi une petite barrière derrière laquelle Elvis pouvait rencontrer ses admirateurs une fois qu'ils eurent appris qu'il s'était installé dans le quartier. Gladys et Vernon suivirent l'incroyable ascension de leur fils sur l'écran de la toute nouvelle télé de la maison. Une des premières choses que font les stars du rock'n'roll de nos jours, quand elles ont du succès, c'est d'acheter une maison pour leur mère. C'est comme une loi qui ne serait écrite nulle part. C'est Elvis qui l'a instaurée. Elvis avait une autre passion, les vêtements. Mais il resta fidèle au magasin dans lequel il achetait ses tenues excentriques alors qu'il était au lycée, Lansky Brothers sur Beale Street. Nous avions un grand magasin de confection à Memphis. Quand je dis grand, c'est qu'en fait, comme Elvis s'habillait chez nous, ça attirait du monde. Elvis était notre meilleure publicité. Tous ceux qui l'avaient vu avaient remarqué ce qu'il portait et ils voulaient la même chose. Les gens achetaient beaucoup de chemises en soie, en velours, comme celle qu'Elvis portait, et aussi des petites vestes très chics, avec des lacets sur les poches. Ils n'ont jamais été déçus de leurs achats. Elvis était très bien habillé. Pour ce qui est de ses vêtements, Elvis a continué à s'habiller dans un style très provocateur, mais à partir de 1957 avec beaucoup plus de classe. Nous allions chez Lansky Brothers sur Beale Street. Il achetait des costumes très voyants. Et sur scène, le résultat, c'était de la dynamite. Les gens étaient comme hypnotisés, vous ne pouviez pas le quitter des yeux. Mais la popularité d'Elvis était maintenant trop grande pour qu'il puisse rester plus longtemps dans ce petit quartier. Il lui fallait trouver une nouvelle maison correspondant à son nouveau statut. Il trouva cette maison au début de l'année 1957 et garda le nom donné par ses anciens propriétaires. Il l'avait appelé Graceland. Dans le même temps, il rencontra sa nouvelle petite amie. Une petite amie qui se sentait à sa place dans cette vie tumultueuse. Anita Wood, rapidement promue célébrité locale, devint la compagne officielle d'Elvis. I met Elvis in 1957.
J'ai rencontré Elvis en 1957. Je faisais partie du programme Top 10 Dance Party, l'émission télévisée de WHPQ. C'était un show populaire qui passait tous les samedis après-midi. Des adolescents venaient pour y danser et Elvis suivait régulièrement l'émission. Un samedi, il m'a fixé un rendez-vous pour le soir même. Pour être tout à fait franche, à l'époque, je n'étais pas vraiment une fan d'Elvis. Ce soir-là, je me suis préparée et nous sommes montés dans cette grande et longue Cadillac noire. Elvis a commencé à rouler dans Memphis, juste pour le plaisir de la balade. Et après, il m'a demandé si je voulais visiter Graceland. Il venait d'acheter cette maison. Nous avons visité toutes les pièces. Il m'a présenté à son père et à sa mère. Et par la suite, il est devenu un peu trop entreprenant avec moi. Je lui ai dit qu'il était peut-être temps de me ramener, ce qu'il a fait très gentiment. Il a été très courtois toute la soirée. Un peu empressé pour un premier rendez-vous, mais il n'a pas marqué d'essai. Bien qu'Elvis lui demandât de lui rester fidèle à 100% le temps que durerait leur relation, lui n'était pas insensible à un des autres plaisirs qu'engendrait la célébrité, les femmes. Madame Presley voulait qu'on se marie et qu'on ait un petit garçon qui s'appellerait Elvis Junior. Elle disait, je l'imagine déjà en train de courir devant la maison, pieds nus, avec son adorable petite tête blonde. Nous en parlions beaucoup, et d'autres choses aussi. Elle m'avait dit un jour que Natalie Wood était venue à la maison, mais elle n'avait pas aimé le personnage. Elle me disait qu'elle espérait qu'Elvis et moi nous resterions ensemble, me disant que j'étais celle qu'il lui fallait et que je saurais m'occuper de lui. Sa carrière obligeait maintenant Elvis à s'absenter pour de longues périodes. Pas seulement en tournée, il était aussi devenu une star de cinéma. Les 2 années qui suivirent, Elvis tournera 4 films, considérés comme ses meilleurs rôles. Et il s'établira définitivement à Memphis, ne voulant pas être une célébrité qui se serait installée là par hasard. Chaque année à Noël, Elvis avait instauré un cérémonial qui était devenu familier aux habitants de la ville. À la mairie, il distribuait des enveloppes contenant chacune $100 aux différentes œuvres de bienfaisance de la ville. Dans le même temps, il dépensait sans compter pour transformer Graceland en grand parc féerique de Noël pour le plaisir des yeux de ses voisins et de ses fans. Memphis was it for him. It was the real deal. Il se sentait chez lui à Memphis. Je le revois calme, détendu, et il me chuchotait « Ouais, George, on va faire péter Graceland. Fais venir des filles ce soir à la maison. » Des trucs comme ça. Lorsqu'il n'était pas à Hollywood, Elvis emmenait ses proches se promener dans des endroits qui lui étaient familiers autour de chez lui. Bien qu'il ne soit encore qu'au début de sa carrière, il lui était devenu difficile de sortir dans la rue comme une personne normale. Des arrangements spéciaux devaient être mis en place pour le fils préféré de Memphis. Si Elvis voulait aller à la fête foraine, le parc entier devait être loué pour lui. Il invitait toujours des fans à venir avec lui. À l'heure de la fermeture de la fête foraine, il s'arrangeait pour que nous puissions rester, et souvent tard dans la nuit. On pouvait faire autant de tours qu'on voulait. C'était magique. Parfois, je voulais rentrer dormir, mais Elvis, lui, était infatigable. Quant aux films projetés en salle, le cinéma était réservé pour Elvis et ses invités. Et si le nouveau roi du rock'n'roll voulait faire les magasins, ça ne pouvait être que le soir, quand sa horde de fans était rentrée à la maison. Ce fut à Memphis, plus exactement à Graceland, pendant les fêtes, qu'Elvis réceptionna la lettre qui allait changer sa vie. Et d'une manière que personne, pas même le colonel, n'aurait pu imaginer. Elvis Presley avait reçu l'ordre du gouvernement de se présenter pour faire son service militaire. Quand il a reçu sa lettre, je suis sûr que ça lui a pas fait plaisir. Vous pensez que vous êtes la plus grande star du moment et puis l'armée vous dit « Viens, on a besoin de toi ». Ça doit pas être très agréable. Moi qui suis un inconnu, quand j'ai reçu cette lettre, ça m'a pas fait plaisir. Alors Elvis Presley...
Je me souviens du jour où Elvis a reçu sa lettre. Il nous l'a apportée, à moi, à son père et à sa mère. Ses parents n'arrivaient pas à croire qu'Elvis allait les quitter pour faire son service. Et lui ne voulait pas quitter sa famille. Qu'il voudrait. Elvis et sa mère étaient très proches. Elle était déconcertée, atterrée. Elle avait peur pour lui et elle était très triste. Félicitations, vous êtes dans l'armée. Vous êtes tous des combattants et c'est comme ça qu'on vous appellera dorénavant. Soldat Presley, vous serez le chef de votre groupe. Bien qu'il eût été facile pour Elvis de se faire transférer dans l'unité de divertissement, qui comportait des avantages et consistait essentiellement à divertir les troupes, il pensait qu'il était important qu'il soit traité comme n'importe quel soldat. Le seul traitement de faveur qu'il demanda fut l'autorisation de terminer le tournage du film en cours. Il le fit en ces termes: « On ne peut pas faire perdre à ces gens autant d'argent après tout ce travail. » Le gouvernement lui donna la permission. Et King Creole fut achevé dans les délais. Le 20 mars 1958, Elvis Presley quitta Graceland. Il embrassa sa mère et sa petite amie et se rendit à la caserne pour servir dans l'armée des États-Unis d'Amérique. Il m'a embrassé en dernier. La dernière chose qu'il m'ait dite a été « Petite, je t'aime et je reviendrai. Ne m'oublie pas. » C'était vraiment très dur. Je sentais mon cœur se déchirer. Ça a été très difficile de le voir partir. À partir de cet instant, le roi du rock'n'roll ne sera plus connu que sous le matricule Soldat Elvis Aaron Presley, numéro 533 10 761.